Bonjour à tous, merci d'être là, bienvenue pour cette fabrique de la bande dessinée où nous avons le plaisir d'accueillir Véro Cazot et Anaïs Bernabé qui vont parler de leur travail autour de leur album commun, Le Champ des Possibles, avec cette thématique forte de comment traiter des univers réels et virtuels, à la fois graphiquement, à la fois scénaristiquement, autour de cette belle histoire du Champ des Possibles. Voilà. On va prendre un premier temps où je vais les laisser se présenter elles-mêmes, elles le feront mieux que moi. Voilà. Je vous laisse la parole. Tu veux te présenter avant? Je te sens prête. Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis donc Véro Cazot, je suis scénariste de bande dessinée. Vous avez pu lire peut-être, si vous lisez beaucoup de bandes dessinées, j'ai écrit par exemple Betty Boop, l'album Betty Boop avec Julie Rochelot. C'est un superbe dessin. Vous pouvez voir aussi actuellement l'exposition de la série Olive, que j'ai aussi scénarisée. Donc vous pourrez voir tout l'univers de cette série, qui a été dessinée par Lucie Mazel aussi. Je travaille qu'avec des dessinatrices super talentueuses, ce qui aide beaucoup. Et puis, donc, actuellement, enfin cette année, j'ai scénarisé l'album Le Champ des Possibles, dessiné par Anaïs. Voilà. Et là, c'est mon tour, c'est ça? Oui. J'adore. Bon, alors moi, je ne suis pas du tout habituée à tout ça, donc il faudrait être indulgent. Donc, Anaïs Bernabé. La première chose que j'ai envie de dire pour me présenter, et ça ne sert à rien, mais j'ai 2 enfants, deux petites filles, j'ai envie de les honorer là en vous parlant. Et j'ai participé à la série Sasmira. J'ai fait un album OVNI qui s'appelle La pluie des corps que personne ne connaît mais que j'adore, donc je le note, je le dis. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai fait une pause pendant un temps, j'ai fait d'autres boulots, et là maintenant, je travaille avec Véro donc sur Le Champ des Possibles et sur un nouvel album. Et avec ma merveilleuse éditrice chez Dargaud sur un nouvel album à sortir en septembre. Je peux donner le nom? Donc une adaptation des 1000 femmes blanches, qui sera, je pense, très sympa. Voilà. Je peux quand même dire une chose, c'est que ce qui me vient tout de suite, c'est de vous dire qu'à chaque album que je fais, moi je change de technique et parfois même un peu de dessin. Il y a des dessinateurs qui gardent toujours leur style. Moi, c'est un peu différent. À chaque fois que je reçois un scénario, je m'immerge dedans et c'est quelque chose de complètement différent qui va sortir à chaque fois. Donc vous verrez bien pour chaque album ce que ça donnera. Et sur celui-ci, du coup, on a dû créer 2 univers, 2 façons de faire. On a dû se poser la question de savoir comment rendre un univers réel et un univers virtuel, et je parle avec mes mains en même temps, qui arrive à fusionner, où ça décroche pas le lecteur quand il rentre dans l'histoire et qui passe d'un univers à l'autre. Ça, je crois qu'on a réussi parce que certains même ne réalisent pas qu'il y a 2 techniques, alors que quand même elles sont vraiment... elles sont très visibles. Elles sont très visibles. Ouais. Et tout en marquant la différence. Donc ça a été un peu le challenge et c'est là que j'ai pu, moi, m'amuser beaucoup. Parce que je me suis donné la permission de faire du crayon de couleur et c'était vraiment super. Voilà. Donc je vais dessiner un petit peu en même temps qu'on discute pour vous montrer un peu comment j'ai fait pour fusionner les 2 univers au dessin. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de découvrir Le Champ des Possibles, Véro, est-ce que tu peux nous camper un peu le propos, l'histoire, pour qu'on se repère un peu, puis après voir un peu cette rencontre et ce défi justement des 2 techniques et des 2 univers? Alors l'histoire du Champ des Possibles, c'est l'histoire d'une double vie amoureuse. C'est l'histoire d'une femme qui est très heureuse dans sa vie. Vraiment, il ne lui manque rien. Tout est, elle a une relation très équilibrée avec son mari. Et puis, elle va penser que l'amour est exclusif. Elle a une vision très romantique de l'amour, un peu comme beaucoup de personnes, où on a l'impression que quand on aime, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas même d'envie d'autres personnes. Et une rencontre va bouleverser sa vie et remettre en question en fait sa sa, sa vision de l'amour. Et
Après, ben voilà, c'est ce qu'on choisit de faire. Une fois qu'on tombe amoureux et qu'on est profondément amoureux de la personne avec qui on vit, on peut choisir. Enfin, on peut choisir la rupture, on peut choisir la tromperie, le mensonge, et puis on peut choisir ce que va choisir Marsu, c'est la transparence. Et en fait, tout le temps, exprimer à son mari, communiquer, exprimer ce qu'elle ressent et ce qui lui arrive, qui lui tombe dessus. Et je pense que ce personnage reçoit l'amour, un deuxième amour comme un cadeau, comme quelque chose de très précieux qui lui arrive une seconde fois dans sa vie. Et voilà, en fait, on va ensuite vivre ces deux histoires d'amour en parallèle, en toute transparence. C'est vraiment l'album qui questionne, qui nous fait nous demander si est-ce qu'on peut aimer en toute transparence deux personnes à la fois, où s'arrête la fidélité, où justement se situe la fidélité dans chaque couple, dans chaque relation. Est-ce qu'aimer, c'est posséder l'autre? Enfin, il y a plein de questions qui s'ouvrent dans notre bande dessinée. Et pour raconter une double vie amoureuse, j'ai choisi en fait de développer un autre univers. Alors, c'est aussi pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut toutes et tous vivre en ce moment avec les réseaux sociaux. Simplement, on peut avoir des amitiés, des attachements très profonds avec des personnes qu'on ne voit quasiment jamais, voire jamais. Hein. Et ça n'en est pas moins réel, ça n'en est pas moins touchant, ça n'en est pas moins perceptible en fait, ou je ne sais pas, alors qu'on reste dans une relation complètement virtuelle. Et émotionnellement bouleversant. Et émotionnellement, vraiment, ça peut complètement envahir notre vie, alors que physiquement, on ne voit pas l'autre. Bon, raconter une bande dessinée avec quelqu'un qui vit une histoire sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça, c'était pas du tout visuellement intéressant. Et je pense que ça exprimait pas assez loin ce qu'on voulait raconter, ce qu'on voulait exprimer justement dans tout ce qui peut nous paraître réel dans un espace virtuel. Et donc, j'ai préféré aller un petit peu plus loin dans le futur. Je crois que c'est pas si loin que ça. La réalité virtuelle, voilà, c'est ça. On commence vraiment à être là-dedans. La réalité virtuelle, c'est quelque chose qui peut faire très peur. La plupart des fictions qu'on voit sur la réalité virtuelle, ce sont des dystopies, des choses assez cauchemardesques. C'est souvent tourné vers la violence, vers des choses beaucoup plus sombres. On avait envie de proposer un monde en réalité virtuelle un petit peu plus... qu'est-ce qu'on peut imaginer en vie parallèle, plus douce, plus ouverte sur les relations humaines, plus dans... pourquoi pas imaginer aussi rappeler en fait que l'outil dépend de celui qui s'en sert. À un moment donné, on est responsable de ce qu'on crée. Donc la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là dépendent de ceux qui les utilisent. Et eux, ils vont l'utiliser, c'est ton parti pris. Moi, ce que j'aime dans l'album de Véro, c'est qu'elle a un parti pris vraiment intentionnellement positif. On va essayer de chercher le meilleur en nous et pas de soutenir ce qui a toujours tendance à vouloir aller vers le sombre ou la jalousie, toutes ces choses-là. Non, mais et si on faisait l'autre choix? Parce qu'on a toujours le choix. Et là, elle choisit toujours... avec quand même des nuances, hein, vous verrez, c'est pas un album bisounours, il y a des difficultés, il y a des choses qui viennent travailler, il y a des discussions qui sont pas simples, des choix qui sont posés pour respecter les limites de tout le monde, etc. Mais ils essayent d'être la meilleure version d'eux-mêmes et pas de se laisser tomber dans le gouffre de la facilité parfois. Hein, je veux pas porter de jugement non plus, mais c'est vrai que des fois, on pourrait choisir de ne pas aller dans la direction qui va être destructrice ou qui va être jugeante ou
qui va remettre en cause complètement l'amour qu'on a pour une personne qui va devenir d'un coup notre ennemi fondamental pour je ne sais pas quelle raison en réalité, mais bon, voilà. Je voulais juste dire ça. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et donc, alors justement, donc, une fois qu'on a posé ça, qu'il y a effectivement ce parti pris d'histoire, d'évolution de deux mondes parallèles, à quel moment ça résonne en co-création ? Puisqu'effectivement, voilà, on a le pitch, on a deux mondes à faire coexister, avec tout l'intérêt scénaristique des allers-retours, des enjeux interpersonnels. Et alors, votre processus de création, une fois que... Est-ce que ton histoire est bien ficelée et tu la livres comme ça ? Est-ce qu'il y a des allers-retours ? Parce que forcément, le traitement graphique d'Anaïs donne un coup de boost et un souffle énorme à ton histoire. Comment ça s'est passé entre vous ? Comment ça s'est tissé, tout ça ? Alors déjà, moi, je donne une histoire, un déroulé d'histoire qui n'est pas un scénario au départ, mais j'ai besoin que le dessinateur ou la dessinatrice qui va travailler avec moi sache exactement, enfin, plus ou moins où je vais en tout cas, mais le plus précisément possible, pour savoir si elle a envie de me suivre, tout simplement, et puis pour déjà donner des images, des envies. Et à partir de là, on va... moi, c'est très rare quand j'accepte de faire un scénario complet à donner, terminé à une dessinatrice. Parce que justement, on se prive de toute cette partie de fusion et d'échange. Et il y a, au fur et à mesure, alors j'avance séquence par séquence, en fait, je vais donner environ, alors sur un album de 120 pages, je vais donner des séquences de à peu près 12 pages, justement. Et on avance comme ça, tous les 2 mois à peu près, ou tous les mois, séquence par séquence. Et ce que va proposer Anaïs va, même si mon histoire déjà est assez précise, va nourrir cette histoire, me donner des idées de scènes que j'aurais pas eues avant. Et puis bien sûr, après Anaïs va aussi rebondir et réinterpréter mes découpages, même s'ils semblent précis, case par case et tout ça. Bien, moi j'ai une furieuse tendance à faire exploser tous les scénarios que je touche. Oui, et tu l'as très bien fait. C'est assez systématique. Donc je retravaille tout avec ma propre sensibilité, qui heureusement est hyper compatible avec celle de Véro. Donc on a de la chance parce que sinon ça ne fonctionnerait pas 2 secondes. Il faut quand même... Donc là c'est parce qu'on se comprend, parce qu'on a une sensibilité similaire. Donc je viens rajouter quelques petites choses et ensuite même elle reprend mes storyboards parfois pour les retravailler. Ça c'est pas tous les scénaristes qui sont capables, mais Véro est aussi une très bonne graphiste. Elle dessine vraiment bien. Et donc, du coup, on fait des ping-pong comme ça. Et des fois, moi, j'ai besoin de silence. Des fois, j'ai besoin d'une petite phrase. En plus, c'est très rare de retoucher son scénario qui est souvent d'une finesse et hyper ficelé. Les dialogues sont merveilleux. Mais ça permet d'apporter comme ça de la souplesse. Et elle a réussi à m'intégrer dans son processus parce qu'à la base, c'était vraiment ton bébé. Vraiment. Et en fait, tu m'as intégré dedans pleinement et c'est devenu aussi le mien. Ce qui n'est pas si facile en réalité. C'est vraiment pas facile. Et donc, petit à petit, on a vraiment créé un bébé, toutes les deux. Ça est possible, tout à fait. Nous avons fait un bébé. Et on en est très fiers, d'ailleurs. Donc, c'est cool. C'est pas simple, mais c'est indispensable, en fait. Enfin, moi, à chaque fois que je porte un projet, j'ai besoin que la dessinatrice, même si elle arrive un petit peu après le projet, se l'empare, soit heureuse de le faire, parce que voilà, s'il y a du plaisir, il y a de la qualité aussi. Et puis surtout, on va vivre, en fait, c'est des projets très longs, donc on va vivre ensemble 2-3 ans. Et il faut qu'on s'entende bien. C'est vraiment aussi un rapport un peu, en tout cas de duo, d'une sorte de couple qui se met en place. Et donc, il faut laisser, c'est un peu ce que raconte aussi le champ des possibles. Donc, il faut laisser la place aussi à l'autre, être équilibré dans la relation de travail aussi. Et puis, surtout, ce serait bête de s'en priver parce que vraiment, ça donne des choses... beaucoup plus intéressante, beaucoup plus enrichissante. Oui, c'est le moment de mettre en pratique ce qu'on dessine. Donc, on va essayer de choisir la meilleure voie quand il y a un conflit. On va essayer de... Bon, il n'y a pas de gros conflits, hein, mais... Une page de scénario, ça se présente un peu comme ça. Enfin, en tout cas pour moi, vous verrez plein de sortes de scénarios différentes, de manières de découper.
autant de façons que de scénariste, presque. Moi, je viens du milieu, au départ, de la fiction. J'ai fait une formation plutôt de cinéma. Et du coup, je suis restée dans le extérieur jour, les descriptions et tout ça. Et je m'aperçois que pour les dessinateurs, c'est un bon guide. En fait, c'est très clair. Alors, ça fait souvent, pour une seule page, souvent ça dépasse, ça fait pas... ça tient pas sur une seule page. Il y a des dessinateurs qui sont un peu gênés par ça. Mais voilà, j'essaye de situer chaque case, de faire une description. Et là, en fait, comme il fallait à chaque fois essayer de communiquer sur ces deux univers en même temps, il faut trouver des termes techniques, pas forcément très charmants, mais voilà, on est dans la technique, on est vraiment dans un truc, on n'est pas dans de la littérature. Voilà, c'est vraiment de la description, du dialogue et voilà, on peut dire que là, on sera dans des cases avec... c'était quoi déjà ça? Oui. Dans le monde virtuel. Et ensuite, on repasse sur les cases en réel. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Regarde. On n'a pas les mêmes raccourcis sur le... Du coup, je suis complètement... Voilà, et en fait, cette case, après, elle devient ça. On essayait de trouver des moyens de découper pour essayer de faire ressentir une double vie en simultané. Alors ça, c'est hyper difficile en bande dessinée parce que... on passe quand même toujours d'une case à l'autre. Comment essayer de faire ressentir il n'y a pas qu'il n'y ait pas de temps entre les deux, que tout se passe en même temps, c'est hyper compliqué. Je pense qu'en cinéma, on ferait sûrement un double écran, du screen, je sais pas quoi, et split screen. Là, on pourrait le faire de temps en temps, mais même le split screen, ici, ça marcherait moyen parce que de toute façon, on serait quand même coupé par la page. Comme on n'a pas le mouvement, on n'aurait quand même pas cette sensation forcément de simultanéité. Alors que, voilà, donc on se débrouille comme ça, mais malgré tout, je pense que c'est quand même... On a quand même tendance à se dire, oui, alors on passe d'un monde à l'autre. On a moins cette impression de passer dans les deux mondes en même temps. Alors après, sur la mise en perspective de ces deux mondes, il y a ce tour de force graphique que tu as réalisé, Anaïs, avec ces deux traitements et ces deux façons. C'est venu comment et qu'est-ce que ça a impliqué pour toi? Alors sur Sasmira, j'étais sur un trait comme j'ai fait là, vous voyez, un trait au crayon, avec une couleur numérique. Et j'avoue que ça m'amusait pas beaucoup, j'avoue. Et du coup, quand Véro m'a proposé ces deux univers, moi, alors là c'est le côté un peu bizarre de l'histoire, j'ai fait un rêve. Mon éditrice va rire parce que je lui raconte mes histoires avec mes rêves. J'ai fait un rêve quelque temps avant de commencer ce projet où je me voyais en train de dessiner au crayon de couleur et je retirais un plaisir extraordinaire à faire ça. Et quand Véro m'a proposé ce projet, d'un coup, je me suis dit, mais c'est évident. Bien sûr, sur le champ des possibles, je vais faire du crayon de couleur. Et donc, c'est comme ça que ça a émergé. Après, notre éditeur avait un peu peur que le crayon de couleur ne soit pas très lisible, qu'on ait du mal à rester accroché et que la fusion des deux soit difficile. Mais comme, en fait, c'est moi qui gère la couleur aussi avec le trait, c'était facile d'adapter la couleur du monde réel pour que ça soit très cohérent avec les couleurs que je faisais pas du tout réalistes, parce que, en fait, j'ai utilisé plein de techniques différentes, mais on peut peut-être montrer celle de... Il y a eu des fois où j'étais avec beaucoup d'aplats, mais il y a des fois où je suis partie en cacahuète, clairement, et où je ne sais pas ce qui s'est passé. Le crayon s'est amusé à ma place, et c'est vrai que du coup, il fallait quand même essayer de garder une cohérence avec l'album. Et donc, quand il y avait des planches
qui était en vis-à-vis comme ça. C'était vraiment important de pouvoir adapter la couleur et de pouvoir faire en sorte que ce soit quand même cohérent avec la couleur qui est un petit peu plus explosée au crayon de couleur. Mais ça s'est fait assez facilement. Et donc ça m'a permis d'abord d'explorer une voie que je ne connaissais pas. Et puis de ne pas m'ennuyer. Voilà, là on voit bien qu'il y a une homogénéité sur l'ensemble de la planche. Je ne sais pas si... Et c'est parce qu'en fait, je me suis adaptée aussi pour qu'en cohérence, les deux planches, elles passent. On passe bien d'un univers à l'autre. Voilà. C'était la question ? Je ne me rappelle plus. Ouais. Je me rappelle plus du tout. C'est sûr qu'au début, on a vraiment essayé de mettre ces deux parties en place. On avait un gros doute justement sur le fait que ça puisse fonctionner. Notre éditeur aussi avait un doute sur le fait que du dessin au crayon de couleur et du dessin plus traditionnel en couleur numérique puisse fonctionner sans que ça soit trop à la fois chargé, trop pas assez harmonieux en fait. Donc on a commencé à faire des tests sur ce genre de choses. Alors on a commencé par cette planche test là d'ailleurs. Ça c'est vraiment la toute première. Et la planche test en réel. Voilà, on a essayé de mettre ces deux... c'est pas du tout les premières. Quand on fait des tests, on essaye de choisir ce qui est le plus cohérent avant de se lancer. Ce qui nous inspire le plus aussi. Parce oui. Que quand on reçoit un scénario, en tout cas moi en tant que dessinatrice, quand je reçois le scénario, quand je le lis, j'ai des images qui viennent et c'est les premières qui sont souvent les plus inspirantes et qui vont déterminer en fait l'énergie voilà, de l'album. Et donc c'est vrai que ces deux-là, c'était celles qui étaient pour moi très représentatives et qui m'ont inspiré le plus sur le moment. Ouais. Puis elles permettaient d'aller explorer vraiment les ambiances. Mais vous voyez, alors sur celle d'avant, si tu peux peut-être montrer celle d'avant, la première planche que j'ai faite, c'est horrible ce truc, hein, on a l'impression qu'on crache un peu dedans. La première planche que j'ai faite, il n'y avait pas beaucoup d'aplats, il y avait beaucoup de zones de blanc, c'était beaucoup au trait encore, je m'étais pas vraiment complètement lâchée dans cet espace-là et après j'ai un peu perdu le truc. Mais c'est pas mal parce que tu y allais aussi petit à petit, comme on entre aussi dans ce monde virtuel et il prend de plus en plus de matière et de couleurs. Je trouve que c'est super intéressant aussi. Il devient de plus en plus dense en fait au fur et à mesure que ça devient de plus en plus intense et réel pour l'héroïne. Ouais. Qui à la base, il faut le noter, déteste le monde virtuel à l'origine quand même, il faut le dire. C'est vrai, oui. Donc là, justement, on essayait de voir si ça pouvait coller justement un monde virtuel. Ah oui, je suis à l'envers. Monde virtuel d'un monde réel d'un côté et l'entrée dans le monde virtuel. Est-ce que ça faisait pas un peu trop chargé ? Et en fait, on a décidé en tout cas que ça marchait, que ça nous plaisait. Et que ça racontait quelque chose. Parfois, il ne s'agit pas que ce soit beau, il faut juste que ce soit juste, que ça raconte vraiment la bonne chose. Et là, ça fonctionnait et surtout les gens qui lisaient n'étaient jamais perdus. Vous pouvez vraiment suivre l'histoire. Donc c'était la bonne solution. Par exemple, pour Olive, qui se passe aussi dans les deux mondes, on a fait un choix très différent, c'est-à-dire qu'on a garder la même technique pour le monde imaginaire et pour le monde réel et on le joue plus sur la couleur pour justement ne pas perdre les gens. Il y a toujours des techniques à adapter pour suivre, pour servir le récit. Alors, est-ce qu'il y avait... Alors ça, c'est une réelle... Ça aussi, voilà, on commence à partir vraiment dans des couleurs ultra flashy. Là, c'était vraiment pour... Est-ce que c'est... Anaïs était partie sur justement des couleurs très, très... justement, alors là, vraiment très denses sur cette scène. Je ne sais pas si tu te souviens.
vraiment cette scène, je me rappelle presque plus comment je l'ai réalisée. C'était vraiment... j'ai vécu... Alors, bon, ça, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai vécu sur cet album des moments un peu de transe, en fait, où je suis rentrée dans des états un peu de grâce. C'est arrivé beaucoup sur la fin de l'album et ça a commencé avec ces 2 planches-là parce que sur celle-ci, j'ai lâché quelque chose. J'ai lâché une notion de maîtrise où on a toujours peur, on est toujours en train de... D'un coup, je me suis libérée de ça, je suis rentrée dans les planches m'ont un peu dirigée, c'est devenu des aplats, c'était un peu entre l'abstrait et le figuratif, ça a lâché un truc en moi. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure des planches, j'ai pu m'oublier. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais expérimenté avant. Et rentrer dans le contact, c'est aussi un truc que l'intelligence artificielle, je veux bien, mais j'attends de voir quel ordinateur va pouvoir éprouver ce que moi j'éprouve quand je suis en train de toucher le calque, qui n'a pas du tout la même texture que le papier, qui est extrêmement lisse, très doux et qui crée des sensations complètement différentes. Le crayon, l'encre, qui est encore une autre sensation. Et quand on rentre dans cet espace sensitif de l'art, il y a quelque chose qui s'oublie et qui rencontre en fait la matière. Ça, c'est un moment extraordinaire. Et sur la fin, il y a des planches où vraiment, j'étais pas en train de dessiner, ça dessinait et ça lâchait tellement en moi que je pleurais. J'ai pleuré sur certaines planches et vraiment, ça ne veut pas dire que les planches sont bonnes, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas, elles ont été extraordinaires à réaliser, quoi, vraiment. Ouais. Là, c'est la bonne planche, oui, pour parler de ça, de l'alternance. Ouais. Ouais. Alors, je cherche la définitive, je la trouve pas. Attends, bizarre. Celle-ci. Ah oui, parce que voilà, je voulais vous montrer aussi des progressions. Alors, franchement, quand on a commencé à faire ça, là, c'est quand on commence vraiment à rentrer dans cette partie de l'histoire où elle est de plus en plus dans le monde virtuel aussi, et donc tout commence à se mélanger. Quand tu as commencé à faire cette planche au crayon et au crayonné, eh bien, il y a toujours une partie avant la couleur numérique qui va devenir ça ensuite, hein, qui va devenir cette planche-là. Eh bien, on s'est dit que, en fait, ça marchait aussi. On aurait pu tout à fait choisir de faire le monde réel simplement en noir et blanc, et puis le monde virtuel en couleur. Oui. Mais ça n'aurait... Alors, c'était visuellement super beau, mais ça aurait raconté quelque chose de super triste dans l'intention. C'est-à-dire que le monde de Marsu, le monde réel de Marsu, il est aussi plein de couleurs, il est aussi plein de vie, il est aussi plein d'énergie. Et voilà, parfois on se prive de quelque chose de visuellement très fort parce que ça raconterait l'inverse de ce qu'on veut raconter, et la couleur est hyper importante pour ça, pour la narration. Voilà. Oui, ça paraît évident. Hein, non, mais c'est vrai que le monde réel de Marsu n'est pas moins intéressant que le monde virtuel. Elle fuit pas sa propre vie, sa vie est complète, elle est belle. Et c'est là que c'était intéressant, c'est que c'est pas toujours une question de fuite. Des fois, il y a des rencontres qui viennent juste apporter quelque chose en plus, quelque chose qu'on... C'est ce que tu disais, elle n'avait pas touché du doigt cet espace-là, et donc il ne lui manquait pas, il n'y avait pas de... Mais simplement, ça a ouvert quelque chose en plus en elle, et du coup, elle a voulu aller l'explorer. Et donc, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux univers pour elle, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle les maintient tous les deux jusqu'au bout, en réalité. C'est ça qui est beau aussi. Donc voilà, ouais, ça, là, on commence à vraiment... c'est quand Marsu essaye de justement maîtriser tout ce qu'elle peut faire dans le monde réel en parallèle du monde en réalité virtuelle. Alors, on a quand même choisi dans ce genre de scène, je crois que c'est toi qui avais décidé de faire quand même la même couleur pour toutes les planches dans le monde réel, même si ça n'est pas le même jour, même si ça n'est pas... Voilà, juste pour qu'il y ait quand même aussi pas trop un effet patchwork de plein de couleurs, un peu d'harmonie d'ensemble, malgré tout. Il y avait besoin d'une structure, en fait, pour qu'on puisse vraiment quand même passer d'un monde à l'autre. Sinon, c'était trop mélangé et la lisibilité était moins bonne. Voilà. Il y avait aussi le storyboard là-dessus, mais voilà, oui, c'était... Et puis,
Même moi, pour écrire... Alors, d'habitude, je fais pas ça, mais pour écrire la planche, pour écrire vraiment le scénario, je me suis fait carrément un plan pour me dire... voilà, pour que ce soit... pour voir si ça marchait aussi, si ça pouvait fonctionner. On se fait aussi des petits tests comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors ça aussi, c'est pareil. C'est un choix de se dire, on va faire vraiment deux illustrations uniques, une en monde virtuel, une en monde réel. Attendez, je vous la montre en couleur quand même. Voilà. Oui, je pense qu'en plus, elle est plus... Bon, ça, on aurait pu choisir de faire l'inverse aussi, de montrer le monde virtuel dans la forêt en centrale et puis le monde réel en pleine page. Ça n'aurait pas tout à fait raconté la même chose non plus. Là, on sent que bon, elle est au centre, elle est dans quelque chose de confortable dans sa vie amoureuse, mais il y a ce truc qui l'envahit. Il y a ce truc qui... voilà. On essaye de trouver des petites mises en scène comme ça qui, même si vous ne vous le dites évidemment pas en lisant, parce que déjà on lit vite et puis on ne va pas tout analyser, ça n'a aucun intérêt de faire ça, mais en tout cas dans un premier temps de lecture pour avoir du plaisir à lire. Mais nous, bah, comme c'est notre job d'essayer de faire passer des émotions, des intentions et tout ça, bah voilà, là je me dis à chaque fois, je me suis posé la question, est-ce que je mets le monde virtuel à l'extérieur ou à l'intérieur? Qu'est-ce que ça va raconter, etc. Et puis après, parfois je propose des choses et toi tu vas aussi décider autre chose et d'encore mieux rebondir. Mais ça, oui, je trouve que c'est un bon exemple de page aussi. Et puis petit à petit, on mélange encore plus. Ce qui était bien dans cet album, c'est que bon, déjà, il y a une vraie évolution et on peut justement faire ressentir cette évolution du monde qui se mélange petit à petit. Au début, tout ça n'est pas très mélangé, justement. Tout ça est très cloisonné. Hein, parce que déjà, il faut une sorte d'entraînement pour arriver à vivre dans ces deux mondes. Et puis aussi, juste l'adaptation même sentimentale et tout ça. Et il y a un moment où vraiment ça fusionne. Alors, c'est à quel... Ils ne sont pas nommés, mais... Alors là, on commence à fusionner pas mal. Là aussi... Là, c'est pareil, hein, on fait des inserts pour essayer de mélanger les deux univers. C'est pas celle que je voulais montrer. Ça, c'est pareil, hein, on sent de moins en moins la différence entre le réel et le virtuel. Là, c'est pareil, c'est de la temporalité différente. On voit Marsu qui est sur la route, puis chez elle, etc. Et en parallèle, on suit une autre narration sur ce qu'il se passe dans le monde virtuel. On peut vraiment varier les plans comme ça pour raconter des choses. Et vraiment à la lecture, même si ça paraît comme ça avec des feuilles isolées, des pages isolées assez complexes, en fait, tout se fait très naturellement à la lecture. Là, ce genre de page assez sombre, bon, c'était aussi pour... là, il fallait vraiment que ce soit à égalité, que les cases fassent la même taille, qu'on sente que le bien-être de Marsu dans la case du bas est absolument égal à son désespoir du haut. Et je ne sais pas, j'imagine qu'on a tous pu ressentir ce genre de choses. Parfois, tout va très bien dans notre vie et en même temps... Enfin, on peut être heureux dans notre relation et tout ça, et à l'intérieur complètement dévasté par autre chose. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on essaye d'exprimer de cette manière. Je trouvais que ça passait bien aussi. Je crois que j'ai perdu ma feuille. Attends. Ah bah c'est bon, on ne voit plus, c'est trop bien. Ah, je vais arrêter de dessiner. Attends, oui, je vais te relaisser la main. C'est trop bien. Et là, on est carrément... du coup, je vais fermer les autres.
Là, on est vraiment dans une fusion totale. On est déjà... oui, page 65. Là, il n'y a plus de cases. On est dans les deux mondes mélangés, complètement fusionnés. C'est le moment où aussi elle ne rentre plus dans le monde virtuel avec un casque. Elle est vraiment complètement immergée là-dedans. Et du coup, on peut enlever des cases. On peut vraiment ouvrir la construction comme ça et tout mélanger. Et alors, est-ce que c'est à l'image de votre rencontre et de votre collaboration? Puisque quand vous avez décrit votre processus avec le fait que tout passe dans l'échange, et est-ce qu'il n'y a pas justement une espèce de mise en abîme, de parallèle à votre façon de co-créer cet univers avec cet emmêlement, cette montée en puissance? En tout cas, oui, je pense qu'on a ressenti une fluidité s'installer petit à petit. Je pense qu'on a une aspiration commune déjà. Il y a un truc qui sous-tend l'album, c'est vraiment la communication, le fait de se mettre vraiment en relation avec ce que l'autre ressent, de s'écouter et effectivement Moi, je parlais de s'oublier un peu tout à l'heure, mais je pense que toi, tu t'es rentré complètement dans ton scénario aussi, que tu t'es mise au service de ton scénario. Moi, j'étais dans la même optique et ensemble. Et du coup, je pense que l'une avec l'autre, on a eu aussi cette démarche-là. On a eu de la chance, je crois. Vraiment, pour moi, c'est vraiment... C'est rarissime, oui, c'est sûr. On a eu de la chance et d'ailleurs, on ne s'arrête pas. Oui, c'est vrai. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si peut-être ça fait émerger sur d'autres sujets même par rapport... Il nous reste effectivement 10 minutes, un quart d'heure. Donc s'il y a des questions publiques, vous n'hésitez pas. Je fais passer le micro. Vous parliez de l'intention dans la manière de dessiner, notamment que le noir et blanc aurait donné une intention différente que ce que vous aurez voulu. Est-ce que par le fait du coup d'utiliser un processus plus traditionnel entre guillemets pour le monde numérique, s'il y a une intention de dire que le monde numérique est quelque part plus naturel que le monde réel? C'est intéressant ta question. Ouais. Oui. Tu veux Non, comme tu veux, mais c'est vrai que tu le dis souvent qu'on a inversé. Ouais. Et c'est vrai, j'avais pas vraiment moi fait attention à ça, mais on a utilisé le crayon de couleur pour donc quelque chose de plus tangible pour le monde virtuel et le numérique pour le le réel. Monde réel. Ça mélange encore plus. Ça mélange encore plus. C'est sûr. Et puis ça donne beaucoup plus de texture et Alors, j'ai pas le mot là. De vibrance. De vibrance. Alors le fait est que ton propos, il y avait quelque chose de l'ordre de dire que le virtuel pouvait être très réel, effectivement. Et je ne sais pas, pour les personnes qui vivent des expériences, alors il y a le virtuel dans le sens numérique, etc. Et puis il y a le virtuel dans le sens méditation, par exemple. Et parfois, on peut vivre des expériences qui sont extrêmement fortes, effectivement, dans des mondes qui sont, on va dire, psychiques, qui sont juste, qui ne sont pas dans la matière. Néanmoins, j'ai envie de dire que non, l'intention, ce n'était pas de dire que c'est plus fort, plus vivant dans le virtuel. Et peut-être que c'est un truc qui nous dépasse un petit peu, cette histoire-là, parce qu'en réalité, c'était juste qu'avec le crayon de couleur, je pouvais me permettre plus de choses. Mais ça vient interroger, effectivement, sur ce sujet-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter. C'est organique que je cherchais, c'est plus organique. Ouais. Et en fait, c'était important de montrer justement que ce monde-là, même s'il se passe plutôt de manière cérébrale, spirituelle, il est organique, il donne des sensations organiques. Et c'était un bon moyen de le montrer. Le monde réel, on sait que même si on utilise des couleurs plus froides ou je sais pas, plus artificielles, on sait quand même où on est et ça marche de toute façon. C'était une manière aussi d'équilibrer, peut-être inconsciente, mais je sais pas, je crois qu'on s'est vite dit ça en fait. C'était même pas concevable pour moi de faire l'inverse. Peut-être parce que je travaillais énormément avec cette technique du trait justement et du numérique avant et que c'était ma façon classique de raconter une histoire et donc pour moi c'était finalement ma réalité du moment, de dessiner de cette façon, c'était mon quotidien quoi. Et j'avais besoin de sortir de ça et donc c'est pour ça que je pense naturellement j'ai mis le crayon dans le virtuel. Mais c'est vrai que ça vient créer une sorte de confusion
qui colle bien, je trouve, Ouais, qui avec, colle bien. avec notre album. Ouais. Ouais. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, vous pouvez constater que des fois, c'est un peu laborieux le dessin. Il faut être patient pour faire les cheveux de Marsu. Des fois, c'était vraiment... Alors, heureusement que les cases sont plus petites, mais sur les illustrations en grand, je peux passer des heures juste à faire les petits détails de la végétation ou les petits cheveux. Donc, il faut s'accrocher parfois, hein, vraiment. Mais aussi, c'est des moments où on peut s'oublier et rentrer dans un espace un petit peu plus automatique. Mais l'automatique dans le sens positif qui permet de lâcher prise sur le reste et qui permet d'avancer dans une autre direction et de laisser des surprises, des choses se dessiner toutes seules, quoi. Ça, c'est très agréable. Je peux vous montrer la planche sur laquelle j'ai pleuré. Ça a l'air de rien, vous allez voir. Mais moi, je ne peux pas voir le dessin aujourd'hui sans que ça me touche vraiment. Bah, je te la mets en grand écran si tu veux. Tu l'as? Ah oui, bah voilà. C'est bien. Franchement, c'est rien, c'est juste des arbres et une cabane. C'est celle. Ah, mais on se rend pas compte. Ah oui, alors vraiment hein, là, non, c'est dommage. Là. Oui, du coup, ça elle me fait sera mal peut-être mieux là. Ça me fait mal au ventre. Oui, là, elle est trop agrandie. Alors attendez, je la cherche. Oui, ça marche moins bien. Je sais plus où elle est, mais elle est passée. Je connais même plus mon 108. album. 108. Enfin, normalement. Non, c'est pas. C'est où? Je suis où? 108. Ouais. Ah là, on y arrive. Ah oui, voilà. C'est celle-là. Ah ouais, mais ça agrandit aussi vache. Ah non, remarque, c'est quand même mieux. Bon, on voit un peu mieux. Ouais. Alors, c'est rien. Mais de rentrer dans le dégradé, de laisser le crayon, rentrer dans la douceur, etc., de ne pas réfléchir aux couleurs que j'allais... Il y avait une sorte de mouvement un peu répétitif qui m'a fait lâcher complètement l'esprit. Et là, d'un coup, je suis rentrée dans un état de douceur et extrême, intense, de plénitude. Je ne sais pas, quelque chose qu'on rencontre peut-être un petit peu rarement dans notre quotidien. Et c'est peut-être pour ça un petit peu que j'ai pleuré, parce que ça m'a fait un choc. Genre, ah tiens, ça existe quand c'est doux comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on peut atteindre ces espaces-là en dessinant ou en faisant, en fait, je pense, en faisant beaucoup de choses. Hein. C'est à partir du moment où on rentre dans quelque chose qui nous permet de nous oublier un peu. Ouais. Voilà, je vous l'ai montré. Elle ressemble à pas grand-chose, mais c'était tellement bon que... Alors, ce qui est très frappant, c'est que c'est au cœur du propos et des problématiques des personnages. Cette composition entre les deux mondes, entre les deux amants, entre les deux environnements. Et moi, je trouve que ça résonne très fort avec ma lecture de votre œuvre. Cette dynamique artistique d'aller-retour et de montée émotionnelle et de composition et de fusion aussi. Oui, parce que clairement, eux, ils vont rencontrer cet espace-là aussi de fusion dans le virtuel. Alors ça, c'est vrai que c'est pas facile dans le monde matériel de vivre une fusion. Il n'y a pas énormément de personnes qui le vivent. Et c'est vrai que dans le monde finalement un peu énergétique ou virtuel, il y a ces moments où on peut sentir comme une fusion. Et eux, ils vont effectivement l'expérimenter. Et moi, je l'ai expérimenté aussi. Je suis très, très contente. Ouais, tu as eu ton monde virtuel aussi. Mais on parle beaucoup de monde virtuel. Je pense que les amateurs vraiment de science-fiction seront déçus par la BD, je vous le dis tout de suite. Parce que vraiment, le monde virtuel est un outil, c'est un prétexte. Enfin, c'est pas un prétexte, c'est pas une facilité. Mais en tout cas, c'est juste une manière plus visuelle de montrer comment on peut être dédoublé d'amour, dédoublé dans notre vie. Comme voilà, on est plusieurs parfois en soi, on peut être plusieurs femmes, plusieurs hommes, je ne sais pas pour les hommes, mais en tout cas moi, des fois, je perçois qu'il y a plusieurs personnes en moi et qui ont besoin de s'exprimer différemment. Et ça, je trouve que symboliquement, ça exprime beaucoup ça aussi. On n'est pas forcément la même femme avec telle personne et avec telle autre. C'est pas les mêmes choses qui s'expriment. Ouais. Et souvent, pour être en relation avec quelqu'un, on va mettre de côté sciemment et avec beaucoup de bonheur, j'espère, des parts de nous, mais des fois, il y a des parts de nous qui ont besoin vraiment de s'exprimer et ça va être une rencontre qui va permettre ça. C'est ce qui se passe, je pense, pour Marsu aussi, qui d'ailleurs va vivre une vie qu'elle n'aurait jamais vécue dans la vie réelle, c'est ça. Dans ce monde virtuel. Elle va explorer complètement des choses
franchement, elle ne veut pas le Oui. vivre dans la vie réelle. Donc Ouais. c'est étonnant. C'est vrai. Oui, ça dit bien d'ailleurs que nous tous, hein, de toute façon, on peut être très différents sans être dans le mensonge ou sans être dans une autre vérité. Enfin, c'est juste une autre vérité. En fait, chaque rencontre peut activer le meilleur ou le pire de nous. On le sait, hein, et même en amour, en fait. Il y a des amours qui nous rendent complètement en insécurité, en inconfiance totale. On est mal, on est vraiment... on peut être jaloux et tout ça. Et en fait, avec une autre relation, on peut être pleinement confiant et du coup accepter que l'autre soit aussi... ait d'autres passions, pas forcément amoureuses, mais juste d'autres passions dans la vie, d'autres centres d'intérêt, d'autres attachements. Ça se joue à chaque fois entre deux personnes et nous-mêmes pouvons être très différents à chaque fois dans chaque rencontre. C'est celle-ci qui rend possible cette double vie. C'est la rencontre, enfin c'est la vie très confiante de Marsu et de son mari qui rendent cette histoire possible. Avec une autre personne, Marsu n'aurait pas pu le vivre. Et elle ne l'aurait sûrement pas même... du coup, elle ne l'aurait pas tenté, Envisagé, même. oui. Voilà, envisagé, parce qu'elle aurait su que ça n'était pas acceptable pour l'autre. C'est toujours quelque chose qui se fait dans le respect, la communication et tout ça. Et voilà, on peut être déstabilisé à la lecture. Certaines personnes sont bouleversées d'une manière ou d'une autre par ce qu'on propose, en fait. On a beaucoup de lecteurs et de lectrices qui finissent en larmes, mais pour des raisons différentes, en fait. Souvent, ça touche quelque chose de très personnel. Et voilà, ça touche à notre insécurité ou pas, notre relation, la relation qu'on a aux autres, notre ouverture. Et même si cette lecture peut parfois rendre certains lecteurs et lectrices mal à l'aise, il y a un chemin qui se fait. On nous dit beaucoup que ça donne lieu à des conversations en couple ou pas, d'ailleurs, ou entre amis ou entre copains, qui n'auraient pas eu lieu. Et ça, c'est beau, c'est chouette. Ouais. Même si c'est inconfortable, ça fait avancer. Il nous reste juste quelques minutes. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres interventions, de questions dans le public? Anaïs Véro, des choses absolument à dire, non, ou ça va? Alors là, je m'étais C'est perdue le moment. dans mon dessin. Je me suis oubliée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Qu'on a en tout cas adoré faire cette BD, Ouais. ça c'est sûr. Qu'on espère que ça se ressent à la lecture. Ouais. Oui, je crois qu'en fait, on oublie souvent la dimension, parce qu'il y a l'objet, il y a ce qu'on offre au lecteur, qu'est-ce que va devenir le livre, mais il y a aussi tout le moment de la création qui est, à mon sens, essentiel. C'est pas juste un objet qu'on va offrir, c'est aussi tout un processus, vraiment. Et je pense que ça se ressent. Les albums qui ont vraiment été portés, le côté très giron de la chose, porté, c'est pas pareil que quelque chose qui est juste, qui n'a pas été digéré par les deux participants. Ça change, je pense. Bon, ça n'empêche pas les gros succès, mais bon, des petits succès pour les choses qui ont été très maturées, mais en tout cas, voilà. Ça c'est quand même une page de fin, mais du coup, puisqu'il faut conclure, concluons par une belle page que j'adore. Oui. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Véro et moi, on est peut-être un petit peu utopistes. Peut-être. Voilà. En même temps, si on a tous envie d'aller dans la même direction, on peut créer nos utopies, je le pense réellement. Mais l'idée, c'est pas juste de montrer un monde merveilleux et d'oublier qu'il y a des difficultés dans le monde et que l'homme n'est pas que ça. C'est juste... Il y a beaucoup d'albums qui soulignent les mauvais choix ou la tendance à se laisser emporter par des pulsions qui vont venir détruire certaines choses ou nous mettre en confrontation, en conflit, en guerre ou tout ce qu'on veut. Peut-être, on s'est dit que peut-être aussi, c'était bien de montrer qu'on avait autre chose et qu'on pouvait aussi être autrement, qu'on pouvait poser d'autres décisions, d'autres choix et que l'humain n'est pas que... On dit que c'est utopique, mais peut-être que ça pourrait ne pas l'être. Peut-être qu'on choisit que c'est utopique. Voilà. En tout cas, la fiction, c'est une belle matière pour justement proposer aussi de belles choses.
même si ça n'existe pas, même si on considère pour l'instant qu'on raconte un peu une utopie, elle existe déjà dans la lecture, dans un moment de lecture. Et je trouve qu'il y a des BD, la BD, elle peut servir à ça aussi, pas à nous montrer aussi que des issues terribles. Montrer une issue heureuse, ça peut aussi lui donner la chance d'exister dans la tête des gens et de provoquer des choses comme ça. Ça peut être très vertueux en fait. Une issue heureuse et pourtant pas simple à mettre en œuvre. Parce que dans l'album, c'est pas simple et ça vient remuer. Ouais. Non, c'est sûr. Ouais, on n'est pas dans l'utopie naïve, mais je pense qu'on peut. C'est une proposition, un petit chemin qui nous aide aussi et qui, j'espère, vous fera aussi du bien. Eh bien, à tous ceux qui ont la chance de ne pas encore avoir découvert le champ des possibles, je les invite vivement à cette lecture, justement à la faire résonner. Un grand merci à vous deux pour cet album et pour ce moment. Merci. Merci d'être restés. C'est super sympa. C'est dur de faire ça. Vous pourrez toujours rencontrer Anaïs et Véro qui seront en dédicace sur l'espace. Et Véro, elle sera demain au sein de l'expo Olive pour une visite commentée, un autre voyage. Merci encore, bravo encore. Merci et bonne fin de festival.